Le pont des Corbeaux, chapitre 9. Victor. Hugo, dimanche 5 mars 1944. Nous avions vraiment eu du mal à nous séparer le vendredi matin. La nuit précédente avait été idyllique. Nous avions fait l'amour encore et encore. Le silence de notre refuge n'avait été rompu que par nos gémissements et nos cris de plaisir, le rythme fou de nos respirations. L'accord entre nous est parfait. Les rapports intimes, les caresses, le plaisir si intense. Nous nous sommes promis un amour éternel. Quand Lucie est repartie chez ses parents, nous avons convenu de nous retrouver pour skier le dimanche après-midi. J'ai déjà arpenté à ski avec les pots de phoque et en descente une grande partie des endroits accessibles de la vallée. Les pistes des glaciers, de la Para, Jacques Balmat ou la descente du plan de l'Aiguille par Blétière n'ont plus de secret pour moi. Il est vrai que le téléphérique de l'Aiguille du Midi, celui des glaciers, les installations du Brévent avec les 2 téléphériques, les téléskis de la Côte et des Viaux, le téléphérique de Bellevue vers les Ouches et le téléski du col de Vauzat, desservant la piste des championnats du monde de février 1937, facilitent l'accès aux pistes dans la vallée de Chamonix. Sans parler du train de Montanvert. 3 nouveaux téléphériques avaient été annoncés par la presse en 1938, comme celui de la Flégère, censé donner accès à la vallée de Valorcine, ou celui qui devait faciliter l'accès du Haut-Lognan et l'achèvement du téléphérique de l'Aiguille du Midi des stations des glaciers jusqu'à la pointe de l'Aiguille. Mais la guerre avait mis un coup de frein à ces projets. Restent les pots de phoque, seul moyen d'accéder à des pistes comme celle de la Combe de Balme. C'est justement pour skier là-bas que j'ai rendez-vous avec Lucie, ce dimanche 5 mars, au niveau du plan de l'Anvers. J'attends depuis une dizaine de minutes quand je la vois arriver de loin. Mais elle n'est pas seule. La jeune femme qui la suit est un peu plus petite. Lorsque le duo se rapproche, je vois qu'elle a des cheveux bruns qui dépassent de son bonnet et un visage rond éclairé par des yeux noisettes. Lucie se jette dans mes bras pour un baiser d'une telle ardeur que j'en ai le tournis. Et tout cela sous le regard méfiant de son accompagnatrice, restée à l'écart. « Hugo, je te présente Mathilde, dont je t'ai déjà parlé, annonce-t-elle, me laissant enfin respirer. Puis elle se tourne vers son amie, qui, comme moi, ne sait trop quelle attitude adopter. « Mathilde, voici Hugo. »« L'amour de ta vie, je sais, » bougonne la brunette. « Enchantée, Mathilde, » dis-je en lui tendant la main. La jeune femme hésite, puis serre cette main tendue. « Dire que je suis ravie que ma meilleure amie fréquente un Allemand serait mentir, déclare-t-elle sans sourciller, en me regardant droit dans les yeux. Mais elle vous a choisi, donc je vais faire contre mauvaise fortune bon cœur. Voilà qui a le mérite d'être claire. Je me demande ce qu'elle sait exactement de moi. Ma lanterne est éclairée rapidement par Mathilde elle-même. Monsieur de Villa a parlé de vous comme de quelqu'un de bien, et je ne demande qu'à le croire. Cependant, il ne sait pas que vous et Lucie êtes aussi proches. Tout ce que je vous demande, c'est de la rendre heureuse. Telle est bien mon intention, réponds-je. Si je m'écoutais, je l'épouserais sur le champ, mais nous avons jugé tous les deux que ce serait la mettre en danger. Sage décision, rétorque la couturière. Vous savez, je pense que je suis fiancée au frère de Lucie, prisonnier depuis 1940 dans votre pays. En effet, en Bavière. D'où vous êtes originaire, complète-t-elle. Vous avez de la chance, car il me parle en bons termes des gens pour qui il travaille, des paysans comme nous. Quoi qu'il en soit, je ne vous promets pas d'être chaleureuse avec vous. Je vais d'abord apprendre à vous connaître. Je me dis que, comme chez les Français, il y a des mauvais et des bons Allemands. Si nous y allions, s'impatiente Lucie. Je sais bien que les jours rallongent, mais quand même. Sur ces mots, elle retend ses peaux de phoque, rechausse ses skis et commence à avancer sur la pente assez prononcée et à découvert qui va vers les chalets des Parts du Plan, avant de monter sous le couvert des épicéas de la forêt verte. Je me mets dans ses traces, et Mathilde suit, bonne dernière. Je savais déjà que l'élu de mon cœur était une bonne marcheuse, je ne suis donc pas étonnée de l'avoir montée à une bonne allure. Bien entraînée, je n'ai aucun mal à me calquer sur sa cadence, ce qui n'est pas le cas de Mathilde. Heureusement, Lucie s'arrête de temps en temps pour permettre à son amie de reprendre son souffle.
Le premier objectif est l'essai blanc, à 1660 mètres d'altitude, sur la falaise du bois de la Planche, et les pentes menant à la montagne de Balme. De là, le point de vue est imprenable sur tout Valorcine, Lauria et la vallée de la Bérard. Son intention première était d'aller jusqu'au col des Posettes, mais voyant son ami peiner, elle interrompt la montée à mi-parcours entre l'essai blanc et le col. « Pause syndicale » annonce-t-elle en s'arrêtant. Nous en profitons pour boire un peu du thé chaud contenu dans nos gourdes, et comme d'habitude, Lucie sort de quoi manger. Cette fois, c'est pain et fromage. Mathilde, dimanche 5 mars 1944. Enfin, Lucie a décrété une pause. Il était temps, je n'en pouvais plus. Elle s'est installée sur un rocher qui affleure, et son Allemand a pris place derrière elle, et l'enveloppe dans ses bras. L'étreinte dure un moment, et elle s'y abandonne avec délice. Il la berce doucement et dépose un baiser sur chacune de ses joues, avant de poser sa tête au creux de son cou. En les voyant ainsi, je me dis que ces deux-là sont plus proches que je le pensais. Cet homme semble être très amoureux. Ça crève les yeux. Et la réciproque est tout aussi vraie. Le cœur de mon ami a chaviré. En cet Hugo, je ne vois plus l'Allemand, l'ennemi héréditaire. Je ne vois que l'homme. Lucie a manifestement toute confiance en lui. Et pour ce dernier, sa relation avec la jeune infirmière semble avoir une grande importance. Seuls des partenaires capables de se montrer leur vulnérabilité osent ce genre d'accolade très intime. Lorsque Lucie m'avait parlé de ce jeune homme, j'avais cru à un amour passager, surtout de sa part à lui. Mais devant son attitude protectrice, je réalise que la relation du couple qu'il forme avec ma future belle-sœur n'est pas une simple amourette. Bien que secrète, elle a l'air solide, et je ne doute plus qu'ils seront là l'un pour l'autre pour la vie. Le problème est qu'en temps de guerre, la vie peut être écourtée. Les amoureux se sont rendus compte que je les observe. Ce n'est pas pour autant qu'ils s'écartent l'un de l'autre. J'espère que vous êtes prudents tous les deux, m'ai-je soudain. Ne t'inquiète pas, Mathilde, nous ne prenons pas de risques. Tout de même, ça aurait été plus simple si ton Hugo était français. Il est à moitié, c'est déjà ça. Ce qu'elle ne dit pas, mais que je devine, c'est qu'elle l'aime certainement au point de se donner à lui corps et âme. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Le jeune homme reste muet pendant notre échange. Lucie, toujours nichée entre ses jambes, il se contente de la serrer contre lui. Puis il se lance. « Mathilde, vous semblez très protectrice avec Lucie. Et justement, je compte sur vous pour veiller sur elle lorsque je dois m'absenter. » « Veiller sur elle ou la surveiller ?» raillai-je. Hugo marque un temps d'arrêt. Il doit se demander si je pense vraiment qu'il est possessif au point d'espionner la femme qu'il aime. Il est évident qu'il la veut pour lui seul, mais est-ce au point de contrôler ses moindres faits et gestes? Quand je le vois ouvrir la bouche, je ne doute pas que je vais bientôt le savoir. J'ai beau travailler à la CIPO-SD, je n'apprécie pas leur méthode, annonce-t-il. Ce n'est pas pour les appliquer à la femme que j'aime. Je ne veux que son bonheur et surtout qu'elle soit en sécurité. Très peu de personnes connaissent ma couverture. Aussi, si certaines personnes s'aperçoivent qu'elle fricote avec un Boche, elle peut être en danger. Excuse-moi, Hugo, j'y suis allée un peu fort. Je rêve ou tu l'as tutoyé, s'exclame Lucie. Elle sourit jusqu'aux oreilles, apparemment réjouie de constater que la situation évolue petit à petit dans le sens qu'elle espérait. Elle avait dû me révéler qui est vraiment son amoureux, et ma réaction avait été très vive. Un Boche et un SS en plus. Elle avait tenté de m'expliquer qu'il ne faut pas se fier aux apparences et que son amant travaille en réalité pour la résistance. Mais je ne l'avais pas tout à fait cru. Pour moi, elle était tellement éprise qu'elle se voilait la face. La discussion s'était arrêtée là. Toutefois, j'avais accepté de venir à Valorcine ce dimanche pour déjeuner chez les parents de mon ami et de mon fiancé. Lors du repas chez les De Villas, Lucie avait évoqué l'accident qui avait failli coûter la vie à Hugo. Arsène avait saisi la balle au bond pour parler du rescapé dans des termes plutôt élogieux qui m'avaient ébranlé. Et là, en les voyant si proches, même fusionnels, je commence à baisser la garde. Oui, bon, ça va, ça m'a échappé. D'accord, ton amoureux a manifestement tout pour lui. Il t'aime, ça crève les yeux. Mais sincèrement, vous ne choisissez pas la facilité. Et puis, je veillerai sur toi comme il te l'a demandé.
Tu peux compter sur moi, Hugo. Mais fais gaffe, ne t'avise pas de lui faire du mal. Tu viens de le dire toi-même. Je l'aime. Je dois te prévenir que tu ne seras pas la seule à veiller sur elle. Mon meilleur ami, Gustave, va aussi veiller au grain. Et rassure-toi, il n'est pas SS. C'est un étudiant en médecine qui a été obligé de faire son dernier stage clinique dans la Wehrmacht. Nous nous sommes retrouvés ici par hasard. À ma grande surprise, j'accepte donc de faire le lien entre Gustave et les parents de Lucie en cas de danger pour cette dernière, qui n'aurait d'autre choix que de se réfugier en Suisse. Hugo y tient beaucoup. Lucie, dimanche 5 mars 1944. Ça n'a pas été simple d'annoncer à Mathilde que je suis tombée amoureuse d'un Allemand. J'appréhendais de lui en parler, et j'avais raison, car elle s'était d'abord mise en colère. J'avais expliqué que mon Hugo n'était pas un nazi, qu'il était même tout l'opposé. J'avais bien vu qu'elle doutait encore, mais elle avait fini par se calmer, et avait accepté avec réticence de le rencontrer après le repas dominical chez mes parents. Au moins, elle pourrait se faire sa propre opinion. Comme je m'y attendais, lorsque j'avais habilement amené la conversation sur les derniers événements dont l'accident de voiture du mois de janvier, mon père avait réagi comme je l'espérais. Le premier contact entre mon ami et mon amoureux avait été tendu, mais au cours de notre randonnée, Hugo n'a pas cherché à jouer un rôle pour amadouer mon ami. Il est resté lui-même, naturel et authentique. Avec soulagement, je note que Mathilde commence, si ce n'est à apprécier l'amour de ma vie, au moins à tolérer notre relation. Mais le soleil va bientôt commencer à descendre à l'horizon. Il faut songer à regagner Valorcine. Nous reprenons le chemin pris à l'allée, qui rejoint les Essers, puis la forêt verte jusqu'au buet. La descente n'est pas trop compliquée pour Mathilde, qui n'est pas une skieuse émérite. Hugo et moi devons souvent l'attendre. Tu ne m'avais pas dit que tu skiais aussi bien, déclare mon amoureux, alors que nous attendons Mathilde dans le virage des Essers. Tu ne me l'as pas demandé, rétorquai-je, en me rapprochant de lui pour un baiser furtif. Mais je skie depuis quelques années maintenant. Une de mes amies du cours supérieur a été ma monitrice. Elle s'appelle Georgette. Mais je n'atteins pas son niveau. Je trouve que tu assures. Pas autant qu'elle. Elle était la première femme à être diplômée du monitorat de ski, il y a 2 ans. Et la même année, elle est devenue championne de France de descente. Et sa sœur Suzanne suit ses traces. Je poursuis mes explications sur la famille Thiolière, qui est une famille de skieurs, et dont le père, forgeron, a participé à la construction du téléphérique de l'Aiguille du Midi. Moi-même, j'ai participé à quelques compétitions. J'ai l'impression que j'ai encore beaucoup de choses à découvrir sur toi, mon amour, conclut le sous-officier en m'embrassant dans le cou. Encore en train de vous bécoter, les amoureux, nous lance Mathilde moqueuse en arrivant à notre hauteur. Je ne m'arrête pas, je suis sûre que vous allez me rattraper sans difficulté. Et en effet, nous arrivons au buet avant elle. Hugo me quitte avant que nous soyons vus ensemble par des habitants de Valorcine et me donne rendez-vous le lendemain au même endroit. Lucie, lundi 6 mars 1944. Lorsque nous nous retrouvons seul à seul ce lundi, nous avons bien l'intention d'aller cette fois jusqu'au col des Posettes. Les températures sont un peu plus douces qu'hier. Parvenus à notre objectif au-dessus du village du Tour, avec une vue sur son glacier, nous dévalons les pistes ensoleillées des alpages de Charamillon et celles pentues qui nous ramènent au Tour, à partir duquel nous descendons jusqu'à la gare de Montroc. De nouveau, nous nous faisons discrets, car mon visage y est connu. De retour à Chamonix, pendant que Hugo se rend directement au chalet, je passe voir Mathilde rue Paccard, pour brouiller les pistes. Il fait déjà bon dans notre nid d'amour lorsque j'y entre. Mon chéri me reçoit tout contre lui et me débarrasse fébrilement de ma veste, puis de mon pull. En m'embrassant, il déboutonne ma chemise et mon fuseau pour y glisser sa main. Je ne suis pas en reste. Je dégrave son ceinturon et ouvre son pantalon. Hugo me saisit par les fesses et me porte jusqu'à la table de la cuisine, où il me déleste de mon fuseau dans un élan fougueux. J'entoure ses hanches de mes longues jambes, déboutonnant le caleçon de mon amant, qui s'enfonce en moi avec la force de la passion. Juste après notre dîner frugal, alors que je débarrasse la table, Hugo prend la parole. Il semble gêné, ce qui m'inquiète. « Ma chérie, je dois te dire quelque chose. » Cette introduction renforce la mauvaise impression que j'ai ressentie
en voyant le visage sombre de mon amant. Lundi, je dois me rendre à Annecy, et je devrais y rester environ 2 semaines. Ça me crève le cœur de te laisser, mais je n'ai pas le choix. Mes yeux doivent à cet instant perdre l'éclat qui avait laissé nos ébats. Une larme perle sur ma joue que Hugo essuie avec son pouce. Nous avons encore 5 nuits devant nous, mon amour. Je me mets à sangloter pour de bon. Le jeune homme se lève et se place derrière moi pour m'étreindre et me réconforter. Il me murmure des mots tendres et me rappelle que nous devons profiter de chaque moment ensemble. Nous reprenons nos ébats pour une nuit d'amour, suivie de 5 autres. Nous avons besoin de faire une provision de câlins avant mon retour chez mes parents, le samedi. Un retour que je retarderai le plus possible dans la matinée. Hugo, dimanche 12 mars 1944. Lucie partie, je ne vois plus de raison de rester à Chamonix. Je décide de retourner à Annecy le dimanche au lieu du lundi. J'ai complété mes notes sur les filières de passeurs de la vallée de Chamonix et de Valorcine, m'efforçant d'utiliser des informations cohérentes pour ne pas éveiller les soupçons de ma hiérarchie. Je leur avais déjà révélé l'itinéraire qui passe par le bois de la Planche, tout en m'assurant que les guides passeurs soient informés et continuent d'aider ceux qui en ont besoin. Les montagnards des villages des Alpes du Nord semblent plus hostiles aux rafles de juifs qu'ailleurs. Il est possible que le développement de l'accueil touristique ait favorisé le fort esprit de résistance spirituelle des milieux catholiques et protestants. Qui plus est, un souffle de liberté très helvéticophile bien informé, un milieu réfugié internationaliste plus intégré a probablement renforcé cet esprit qui permet un camouflage souvent efficace. Quelle qu'en soit la cause, je n'ai pas envie que cela cesse. En montagne, si la surveillance est moins grande qu'en plaine, l'obstacle naturel impraticable à la mauvaise saison, comme les montagnes d'Argentière, les cols de Balme, du Buet ou de Barbarine, rend le passage en Suisse très éprouvant, avec des réfugiés maladroitement néo-montagnards et des passeurs parfois malhonnêtes. Je connais tous les itinéraires possibles, que ce soit celui emprunté par Louis Pache par Barberine, celui des chalets de Balme, ou celui qui suit le chemin des chalets de Moed, le torrent de Diosa, l'escalade du Buet et le col du Vieux. De nombreux passeurs ont été arrêtés, parmi lesquels, bien entendu, des guides, mais aussi des hôteliers, des porteurs, des cultivateurs, bref, des gens de tout corps de métier, cuisiniers, électriciens, journalistes ou même ecclésiastiques. Depuis des semaines, une trentaine de douaniers allemands rend tout passage clandestin beaucoup plus difficile. Muni de toutes les informations que j'avais pu recueillir depuis que j'étais revenu à Chamonix, j'ai élaboré différents scénarios, tenant compte des aléas du terrain sur certains itinéraires empruntés par les passeurs, comme le versant boisé des Aiguilles Rouges, avec ses peuplements d'épicéas moins réguliers, de pins sylvestres et de bouleaux verruqueux, voire d'érables et surtout des séries d'aulnaies vertes où les avalanches peuvent être plus fréquentes. La forêt de Chamonix dans son ensemble joue un rôle de protection des versants de la vallée et contribue à fixer la neige du moins jusqu'à 2000 mètres. Et les avalanches de la vallée sont majoritairement issues des zones situées au-dessus de cette altitude. Mais il est déjà arrivé que des avalanches poudreuses sortent des trajectoires habituelles et pénètrent dans le manteau forestier, entraînant des troncs d'arbres avec leur effet bélier. Sans compter les chutes de sérac issues des glaciers comme celui de Tacona ou celui du Passon qui ont eu lieu récemment. Mais il fallait aussi qu'il y ait au moins une arrestation de mon fait. Je n'étais donc pas resté inactif lorsque Lucie travaillait ou lorsqu'elle était chez ses parents. Je m'étais par exemple chargé de retrouver les douaniers qui avaient dénoncé Jules Vouillot. Et ils avaient donc été arrêtés pour avoir fait passer des juifs en Suisse et voler tout ce que les malheureux portaient sur eux, argent et bijoux, la plupart du temps. Je m'étais bien arrangé pour que les policiers allemands ne les interceptent que lorsque les juifs avaient réussi à rejoindre la Suisse, ne leur indiquant qu'un seul itinéraire sur les 2 qu'empruntaient les 2 malfrats, celui du retour. Donc les fuyards étaient hors de danger et ne monteraient pas dans un train à destination d'Auschwitz. Mais les douaniers, eux, finiraient en prison ou en camp d'internement pendant quelque temps, comme Jules avant eux, pour s'être permis de voler le Reich, en subtilisant les biens de leurs victimes. Il y a en effet peu de risques qu'ils soient envoyés en camp en Allemagne. J'avais déniché un autre passeur, guide d'Argentière, qui demandait officiellement 500 francs par réfugié, mais vite
Il avait pris l'habitude d'écumer ses clients et de les abandonner dans la montagne, s'ils ne lui donnaient pas assez d'argent. Je l'avais pisté et connaissais son itinéraire. Je n'étais pas intervenu avant que ce passeur véreux ait abandonné ses victimes, qui n'étaient, à vrai dire, pas très loin de la frontière. Mais sans guide et de nuit, il pouvait se perdre ou chuter. J'avais laissé le passeur redescendre, avant de me porter au secours des malheureux pétrifiés de peur et de leur faire passer la frontière. Me faisant passer pour un guide, je leur avais expliqué que je soupçonnais mon collègue de voler ses clients et que je les avais suivis. Le petit groupe de juifs, qui comportait 3 adultes et un adolescent, n'en avait pas demandé plus du moment que je leur permettais de rejoindre la Suisse. Je les avais accompagnés jusqu'aux herbagères, où je leur avais indiqué un vieux chalet pour se reposer un peu. Je leur avais précisé le créneau horaire auquel passaient généralement les douaniers et pendant lequel ils devraient se cacher dans le grenier à foin. Ils ne pourraient sortir qu'après une certaine heure pour les éviter et descendre vers la forêt et le Petit, puis Trian. Je leur avais tracé l'itinéraire à suivre sur la carte que je leur avais confiée. Là-bas, le mieux serait de trouver le pasteur qui les évacuerait vers un autre canton de la Confédération helvétique. Le plus âgé d'entre eux m'avait remercié et m'avait demandé si j'avais l'occasion de passer à Annecy, de remercier l'institutrice et de l'école maternelle défunts, qui se prénommait Marcel, et les avait cachés pendant 2 nuits. Après les avoir quittés, j'ai été remontée vers le col pour redescendre ensuite rapidement vers le Tour. Je savais exactement où trouver le guide qui avait abandonné ses clients. Il s'arrêtait toujours au même endroit, vraisemblablement pour cacher son butin. Et en effet, je l'avais rattrapé à l'endroit de sa cachette et l'avais surpris. À aucun moment le passeur n'avait deviné que j'étais allemand. Je l'avais bâillonné et ligoté solidement, et avait très vite rejoint Chamonix prévenir le chef de la Gestapo, dont les hommes se chargeraient du bonhomme. Ce dernier n'était pas le seul à profiter de la détresse des fuyards. Certains se font payer 2000 francs par enfant, 7000 par adulte, quand ce n'est pas 15 000, et cela peut aller jusqu'à 100 000 francs pour une vingtaine d'enfants. Évidemment, ces personnes sans scrupules remplissent beaucoup plus rapidement leur bas de laine qu'elles ne l'auraient fait avec le salaire mensuel moyen qui est d'environ 1500 francs. Pour un seul passeur honnête, voire humanitaire, combien on fait passer un réfugié pour un fulgurant appât du gain? Cela restera certainement un mystère. J'avais aussi prétendu avoir repéré à la jumelle un groupe tentant de rejoindre le col de Balme, mais passeurs et fuyards avaient été emportés par une avalanche dans le secteur de Charamillon. J'avais moi-même donné l'alerte, indiquant un nombre de personnes, mais sans pouvoir identifier le passeur. Je m'efforce surtout de détourner l'attention de mes collègues de la Gestapo des activités du curé de Valorcine, car les ecclésiastiques en général sont considérés par les services de renseignement comme prenant résolument parti contre la persécution des Juifs. Contrairement à ceux qui vendent leurs services au prix fort, curés et pasteurs ne tirent aucun profit de leurs actions pour aider ceux qui en ont besoin. Ils sont nombreux à faciliter les passages, le ravitaillement, même à rechercher des passeurs. Il n'en reste pas moins que leur action va à l'encontre des décisions de Vichy et de l'occupant allemand et entrave dans une très large mesure l'action des services chargés de faire exécuter les ordres des autorités. De retour ce 12 mars dans l'après-midi, je dépose d'abord mon sac à dos dans l'hôtel où je loge avec d'autres collègues, non loin de la Villa Schmitt. Depuis que je suis dans l'ASD, j'ai encore développé mon sens de l'observation déjà bien aiguisé, et je ne perds pas une occasion de laisser traîner mes oreilles. Cette fois, je n'ai pas besoin de faire de gros efforts. Me voyant revenu, certains de mes collègues m'entraînent boire un verre en ville, dans un établissement où se retrouvent essentiellement des Allemands et des éléments de la milice. Et le moins qu'on puisse dire est que ces derniers ne se montrent pas des plus discrets. Mais ce que j'entends me fait froid dans le dos. Après les 2 rafles orchestrées par les occupants en décembre 1943, cette fois c'est la milice qui va s'y coller. Et cette 3e rafle est prévue demain, 13 mars 1944. Je n'ai pas beaucoup de solutions à part laisser un message pour Véron, sous la chaire de l'église Saint-Maurice. Mais d'abord, je ne dois surtout pas me montrer trop pressé de quitter mes collègues qui pourraient trouver cela suspect. J'attends qu'ils aient bu quelques verres sans en faire autant pour m'éclipser discrètement, prétendant aller au bordel. Un de mes collègues, me sachant catholique, ce dont je ne me cache jamais, se moque de moi en disant que je serais obligé d'aller me confesser ensuite.
Je le conforte en affirmant que je le ferai, en effet. En attendant le bon moment de sortir du café, j'avais réfléchi à ce que je pouvais faire d'autre, et j'avais repensé au groupe de juifs que j'avais fait moi-même passer en Suisse. Cette institutrice de l'école des fins qui les avait hébergés n'était certainement pas seule. Elle devait faire partie d'un réseau. Mais un dimanche serait-elle là? Le quartier des fins est à un quart d'heure du café où mes collègues continuent à boire. Je décide de m'y rendre. Arrivé sur place, j'ai la surprise de voir un planton devant l'école. Lorsque celui-ci me demande mon Ausweis, je n'ai d'autre choix que de lui montrer mes papiers. Le troufion me regarde bizarrement, mais je lui explique en allemand que je désire juste poser des questions à l'institutrice sur le voisinage de l'école. Il me laisse passer en m'indiquant où se trouve l'appartement de l'enseignante. Il faut maintenant que je joue ce jeu jusqu'au bout. Lorsque je frappe à la porte de l'institutrice, je me présente donc comme un agent de la police allemande. Sans opposition, elle me laisse entrer. Je croise d'ailleurs 2 officiers allemands qui occupent apparemment une chambre dans l'appartement. Je demande à la voir en aparté et elle m'entraîne donc dans sa classe. Je remarque alors que certaines classes sont transformées en dortoirs pour les soldats. Quand nous sommes enfin seuls, je commence par la rassurer, mais lui demande de bien m'écouter. Pouvez-vous me décliner votre identité, s'il vous plaît? Si la question l'étonne, elle répond sans hésitation. Marcel Méraud, institutrice. Parfait. Vous êtes donc bien la personne que je voulais voir. Tout d'abord, j'ai un message pour vous de la part d'un groupe de 4 personnes, 3 adultes et un adolescent, que vous avez hébergés de nuit. Ils vont bien et sont actuellement en Suisse. Madame Méraud me considère encore plus abasourdie. Je leur ai moi-même fait passer la frontière, poursuis-je. Mais j'ai autre chose de très important à vous transmettre. La milice prévoit une nouvelle rafle demain, et j'ai peur que mon contact habituel à Annecy n'ait pas le message à temps. Je viens juste de l'apprendre, car je suis arrivée de Chamonix en début d'après-midi. L'institutrice m'observe, les yeux écarquillés. Si l'un des officiers qui loge ici, ou qui que ce soit d'autre, vous demande ce que je suis venu faire, dites-leur que je suis venu vous poser des questions sur le voisinage. Elle hoche la tête sans prononcer un mot. Si la résistance vous demande qui vous a donné l'information pour cette rafle, dites que c'est Victor, le contact de Véron. La balle est dans votre camp, Madame Méraud. Et nous sommes dans le même. Merci à l'avance pour ceux à qui nous pourrons éviter une arrestation. Je vais maintenant laisser un message à mon contact. À part décliner son nom lorsque je lui avais demandé, elle n'avait prononcé aucun mot. Je la salue brièvement et la laisse. Je n'ai pas annoncé que je vais prévenir mon contact par hasard. Si elle me suit, ou cherche quelqu'un de le faire, je saurai que j'ai peut-être sonné à la bonne porte, et elle apprendra, par la même occasion, que je n'ai pas bluffé lorsque j'avais mentionné Véron, si ce dernier fait partie du même réseau qu'elle. Je sais que je prends un risque, mais j'ignore comment prévenir les personnes qui risquent d'être prises dans cette rafle, sans me faire repérer moi-même. Je me dirige ensuite vers l'église Saint-Maurice. Je me rends vite compte que je suis suivie à distance, mais je continue mon chemin comme si de rien n'était. Je pénètre dans l'église, rédige un rapide message que je glisse sous la chaire comme d'habitude, espérant que Véron n'ait pas déjà passé. Je prie ensuite pendant quelques minutes avant de repartir vers mon Soldatenheim. Hugo, seconde quinzaine de mars 1944. Le lendemain de mon retour, j'avais rendu des comptes à mes supérieurs, qui avaient déjà eu vent de mes résultats, et je m'étais mise à taper mes rapports sur les différentes arrestations que j'avais permises, avec tous les détails. Dans la journée, j'avais eu vent des arrestations effectuées par la milice, qui avait concerné plus d'une centaine de personnes, désormais enfermées sur le France, un bateau à vapeur consacré auparavant à l'activité touristique. En effet, ce navire faisait faire le tour du lac en 2 heures, avec plusieurs escales à ses 700 passagers, mais depuis l'occupation allemande, il servait de prison. J'avais hérité d'autres rapports et courriers à taper, de la part du SS Hauptsturmführer Jewe, qui trouvait mon travail toujours précis et soigné. Je n'y voyais aucun inconvénient. Pendant que je tapais des rapports, on ne me demandait pas de réaliser des actes qui m'auraient répugné, et cela me permettait de glaner des informations parfois précieuses. Ce fut le cas quand je rédigeais celui qui évoquait une rencontre prévue le 21 mars entre le général Pflaum, commandant de la 157e division de réserve allemande,
avec le chef des opérations de la milice française, Jean de Vaugelas. La milice et les Allemands savaient depuis un long moment que les résistants s'étaient regroupés sur le plateau des Glières. Le choix de cet endroit n'était pas un hasard. C'était une forteresse naturelle au cœur du massif des Bornes, encadrée de falaises imposantes, difficile d'accès l'hiver à cause de la neige abondante et inaccessible aux véhicules motorisés. Des chalets d'alpage présents en grand nombre pouvaient abriter les hommes, même s'ils n'étaient ni prévus ni équipés pour affronter la rudesse du climat hivernal. En outre, sa situation géographique à proximité des lacs Léman, du Bourget et d'Annecy permettait d'orienter les pilotes les soirs de pleine lune grâce aux reflets. Les sommets peu élevés offraient également aux pilotes de la Royal Air Force des conditions optimales pour localiser le site et larguer les containers d'armes. Le rassemblement de résistants était composé de beaucoup de jeunes d'origines diverses, géographiquement et socialement, de motivations et d'opinions politiques, religieuses ou philosophiques variées. S'il y avait certainement beaucoup de hauts-savoyards, ils n'étaient pas en majorité. Les réfractaires au STO du département n'avaient pas tous rejoint le maquis, et les Allemands le savaient aussi. Ces derniers subodoraient néanmoins qu'ils devaient être en nombre dans la section d'éclaireurs-skieurs qui avait besoin de montagnards confirmés. Mais pour tous ceux qui n'étaient pas des locaux, comme par exemple les républicains espagnols, les montagnes des Glières leur étaient totalement inconnues, ce qui poserait sans aucun doute des problèmes s'ils avaient besoin de décrocher face à leurs ennemis. Ceux-ci avaient aisément deviné les méconnaissances du terrain d'une partie du groupe, qualifiée par la milice de repère d'apatrides aux mains d'agents de l'étranger, bien que ces étrangers, comme les Espagnols, soient très aguerris au combat. Après recoupement des informations disponibles, le commandement allemand avait estimé que les maquisards étaient plus de 1000 avec des armes lourdes. Et comme je l'avais déjà estimé, mes compatriotes disposaient d'au moins 4000 hommes, dont 3 bataillons de 600 hommes chacun, munis en principe d'une douzaine de mitrailleuses lourdes, d'une demi-douzaine de mortiers de 80 mm et 2 canons d'infanterie de montagne de 75 mm. Quant à l'artillerie, elle disposait de 10 ou 12 canons de montagne de 75 mm, 2 obusiers de campagne de 150 mm, quelques canons antiaériens quadruples de 20 mm en protection contre la Royal Air Force. En outre, l'ensemble serait appuyé par plusieurs avions de combat, 3 ou 4 bombardiers ou chasseurs-bombardiers. Je transmettrai les informations au fur et à mesure à l'endroit habituel. J'en saurai plus après l'entretien entre le général Pflaum et de Vaugelas. Moi-même, j'ignorais combien les maquisards étaient exactement. Mais après le 21 mars, j'eus entre les mains des renseignements essentiels que je transmis par la voie habituelle dès le 23 mars. Dans les informations que j'avais données par message, je précisais que 4 bataillons de la Wehrmacht, appuyés par l'aviation et l'artillerie, avaient pris possession autour du plateau, utilisant la milice française pour en assurer un bouclage complet. Les résistants trouveraient dans les jours à venir, face à eux, environ 2500 hommes des bataillons d'infanterie en première ligne, 500 hommes des unités anti-chars et antiaériennes en deuxième ligne, sans oublier 500 artilleurs sur place et 500 hommes pour la logistique. En première ligne se trouverait notamment un bataillon avec des éclaireurs skieurs en tenue blanche de camouflage, qui devait attaquer à partir de Thuy, un autre à partir du Petit Bornand et un troisième à partir d'Entremont. Restait la date, mais elle devait être proche. Depuis le 13 mars, jour où j'avais repris le travail à Annecy, de nouvelles chutes de neige et un renforcement du dispositif des forces de Vichy bloquaient les maquisards sur place en attendant l'arrivée de la 157e division allemande. J'étais inquiet. Les résistants recevaient-ils mes messages ? Retranchés à 1500 mètres d'altitude au cœur du massif des Bornes, au nord-est d'Annecy, les maquisards n'auraient d'autre choix que de se défendre. Mais combien allaient périr en défiant les forces du maintien de l'ordre de Vichy, l'aviation et de l'artillerie de montagne allemande, ainsi que l'intervention de plusieurs bataillons de la 157e division alpine de la Wehrmacht. Après plusieurs jours d'attaques aériennes, les chalets de Monthiévray, position la plus vulnérable du dispositif de défense des Glières, car s'étendant sur un vaste replat dominé par une barre rocheuse, avaient été pilonnés et détruits le 25 mars par l'artillerie. La véritable opération avait commencé le 26 mars au matin. Je n'ai pu qu'en rester le témoin, à travers les rapports qui tombaient les uns après les autres. Les maquisards des Glières étaient en réalité moins de 500 et avaient fait face à 4000 assaillants. Ils avaient résisté jusqu'à la nuit.
Après que 4 chasseurs eurent incendié une dizaine de chalets et mitraillé les sous-bois, 2 sections avaient été envoyées en reconnaissance offensive, afin de tâter le dispositif de défense adverse, l'une au Lavouillon, l'autre à Montiévray. Cependant, dans la nuit, le commandant des maquisards avait ordonné l'exfiltration du bataillon des Glières. Le 27 mars, les Allemands s'étaient donc aperçus que les terroristes tentaient de s'échapper et avaient donné l'assaut général prévu initialement pour le lendemain. Mais ils avaient trouvé un plateau évacué par ses défenseurs. Au total, les Allemands avaient eu 3 tués, dont 2 par des tirs accidentels de pistolets mitrailleurs, et 7 blessés, dont 5 accidentellement, notamment 1 par une sentinelle allemande. Chez les maquisards, le bilan était plus lourd, mais aurait pu être pire. De l'ordre d'une 40aine de tués, les blessés trouvés sur place ayant été abattus et environ 80 faits prisonniers, qui allaient sans doute finir fusillés ou déportés. Mais ceux qui avaient réussi à s'échapper allaient être poursuivis sans relâche. Traqués et souvent dénoncés par les collaborateurs français, au final, c'était près de 2 tiers des maquisards sur les 450 qui étaient aux Glières qui avaient été tués ou arrêtés. Environ 150 hommes étaient morts, au combat, sous la torture, fusillés et autant déportés comme francs-tireurs et terroristes. Pratiquement toutes les armes et les munitions parachutées avaient été détruites ou étaient tombées aux mains de l'ennemi. Bien malgré moi, je dus rester plus longtemps que prévu à Annecy. Jewe comptait sur moi pour les rapports. Le SS Hauptsturmführer finit par m'autoriser à revenir à Chamonix le 9 avril.